Commencer. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Chantal Passa de l'agence ADOC, département agroalimentaire. Merci d'avoir accepté de participer à cette présentation. En premier lieu, évidemment, je vous souhaite une très belle année 2022. On va tous parier sur la disparition de cette crise sanitaire qui vous pourrit la vie, qui nous pourrit la vie. Et puis donc, on va espérer que cette année va être une année de succès et de projets. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. En deux mots, juste vous rappeler les recommandations. Alors, je crois qu'on est rodé maintenant, mais fermez micro et caméra. Et bien évidemment, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat Teams. C'est important. On répondra si on peut le faire tout de suite. Sinon, on vous transmettra l'information. Si on ne peut pas répondre, on vous transmettra l'information à l'issue de cette présentation par mail. Juste deux mots pour vous rappeler que l'agence ADOC est l'agence de développement économique de la région, qu'elle accompagne les entreprises à tous les stades de la vie de l'entreprise, donc que ce soit implantation, création, croissance, jusqu'à la transmission reprise. Et en ce qui nous concerne, nous, on travaille sur la direction opérationnelle internationale conquête des marchés. Voilà, vous avez le schéma. Et pour cela, on a 3 leviers à notre disposition. C'est juste un rappel, parce que pas mal d'entreprises nous connaissent déjà. Pour les autres, évidemment, je les invite à nous recontacter pour savoir exactement comment on peut vous accompagner. Et donc, 3 leviers, le volet de la promotion des produits agricoles et agroalimentaires, en particulier à travers la marque Sud de France, mais pas que. Tout le volet prospection, alors là, on parle de salons professionnels, de missions, de déplacements dans les pays. Évidemment, tout ça en ce moment est un petit peu remis en cause, mais donc voilà, il faut espérer que ça ne va pas durer. Et puis donc le volet structuration qui est un volet d'aide à la réflexion pour vous, un volet aussi d'information, voire de formation avec certains ateliers, donc sur lequel, dans cette situation un peu Covid, on accentue évidemment les efforts. Et c'est dans le cadre de ce volet structuration donc nous avons aujourd'hui la présentation du pays de Golfe, du Golfe, pardon. Et donc, je remercie Flavie Paquet de Business France d'avoir accepté de vous présenter donc les potentialités de ce marché. Voilà, je ne serai pas plus longue. Flavie, donc, je vous donne la parole et je vous laisse donc présenter ces opportunités marché. Merci beaucoup Chantal. Bonjour à tous. Flavie Paquet, responsable pour le bureau des Émirats Business France. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse balayer le secteur des produits alimentaires dans les pays du Golfe. On fera surtout un focus sur les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui sont les 2 plus gros marchés. Alors également, n'hésitez pas à me poser des questions au fil de l'eau. Si je peux y répondre directement, je le ferai avec grand plaisir. Alors le marché de la zone Proche et Moyen-Orient pour Business France s'affiche sous vos yeux avec les pays colorés. Julie, tu peux afficher directement toutes les étiquettes. Alors Business France est implanté, le siège de la région est basé aux Émirats arabes unis à Dubaï. Nous avons également des bureaux en Arabie saoudite, à Koweït, au Qatar, en Égypte, et on travaille également sur l'Iran, l'Irak, Oman, le Pakistan, le Liban et la Jordanie. Donc un terrain de jeu relativement large pour balayer un petit peu cette zone qui est parfois peu ou mal connue des entreprises. Le pays le plus connu dans la région, ce sont les Émirats arabes unis, donc c'est 10,4 millions d'habitants. C'est une population extrêmement diversifiée, avec une majorité de la population qui vient du sous-continent indien pour 60%, donc beaucoup de personnes d'Inde et du Pakistan. On a aussi beaucoup de Bangladesh et de Philippines. On a ensuite toute une partie de la population européenne, occidentale et bien sûr proche-orientale. Les locaux, donc les Émiratis purs, ne représentent que 10% de la population. Alors quand on pense Émirats arabes unis, spontanément on pense à Dubaï, qui est effectivement la vitrine du pays, mais qui n'est pas la capitale. La capitale est Abu Dhabi.
On accueille depuis octobre aux Émirats arabes unis l'exposition universelle et qui se terminera le 31 mars. Donc un pays qui est très très ouvert sur l'étranger, qui est le pays le plus touristique de la région et qui est dans une dynamique quasi totalement normale, bien que la crise sanitaire est toujours présente également dans la région, mais qui est totalement ouvert. Le deuxième plus gros marché de la région, c'est bien évidemment l'Arabie saoudite, donc c'est 35 millions d'habitants. C'est le premier pays en volume de la région d'importation de produits alimentaires. C'est une économie très diversifiée de plus en plus qui s'ouvre progressivement au tourisme, donc sur lesquels les opportunités se développent de plus en plus. Et avec une politique de sécurité alimentaire importante, puisque que ce soit l'Arabie saoudite, les Émirats ou le reste des pays de la zone, face à la crise sanitaire, toute cette région a décidé davantage d'être en capacité de produire localement, ce qui est relativement nouveau. Si on reste sur le Golfe, avant de passer à l'Égypte, on va rester sur le Golfe. Le Qatar. Alors le Qatar et le Koweït, c'est les deux petits électrons libres de la zone du Golfe. Le Qatar, c'est à peine 3 millions d'habitants. Néanmoins, peut présenter des opportunités intéressantes pour les produits gourmets, notamment pour les sociétés françaises. Il a été longtemps isolé du reste de ses confrères des pays du Golfe. L'embargo a été levé, donc le Qatar rediscute et réexporte avec le reste des pays du Golfe. Et surtout, le Qatar accueillera la Coupe du Monde à partir de novembre 2022. Donc un certain nombre d'opportunités se présenteront également pour les produits alimentaires. Le Koweït, ensuite, c'est 5 millions d'habitants, une population à grande majorité locale qui connaît bien les produits français, qui apprécie les produits français, où la concurrence est moins forte. Donc ça fait partie, comme le Qatar, de ces marchés intéressants complémentaires lorsque vous sondez les pays du Golfe. Ensuite, l'autre grand marché qui est géré par Business France dans la région, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est 100 millions d'habitants. C'est un très très grand marché avec une croissance démographique phénoménale, une population très jeune, une reprise économique, très peu souffert de la crise, l'Égypte. Par contre, une importation de produits alimentaires qui est moins importante que le reste des pays du Golfe, mais avec des grosses opportunités plus sur la partie agricole et transformation des produits agroalimentaires. On peut changer de slide. Alors, c'est un marché effectivement attractif pour l'export, puisque finalement, lorsqu'on pense soit Émirats, soit Arabie, Qatar ou Koweït, l'idée, c'est vraiment de prendre ces pays-là dans un ensemble, ce qui représente un marché de plus de 150 millions d'habitants, une population qui est très jeune. Puisqu'on a très peu ne serait-ce que pour les Émirats, on n'a quasiment pas de retraités, puisque pour travailler ici, pour résider ici, il faut avoir un visa de travail. La langue des affaires, c'est l'anglais, majoritairement dans la région, et l'arabe, bien évidemment, qui est leur langue historique. Ce sont des marchés, à la fois des grands marchés émergents comme l'Arabie saoudite ou l'Égypte, et puis des petits pays riches que sont le Qatar et le Koweït. Les Émirats sont finalement plus entre les deux. C'est également un hub mondial, puisqu'on est notamment aux Émirats sur une plateforme de réexportation qui est au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. On a dans la région une fiscalité qui est incitative pour les investisseurs et les consommateurs. La TVA a été implantée en 2018 aux Émirats. En 2019, en Arabie saoudite, elle est à 5% aujourd'hui dans la région. Là, l'Arabie saoudite l'a augmentée à 15%, mais elle reste très modeste et c'est pour l'instant, j'insiste sur le pour l'instant, le seul impôt qu'il y a ou la seule taxe qu'il y a dans la région en dehors des taxes d'importation, mais qui sont également assez limitées. Je l'ai dit précédemment, la sécurité alimentaire est vraiment au cœur des politiques publiques. C'est quelque chose d'important. Dans la région, ça a été un grand accélérateur ces derniers mois avec la crise sanitaire, puisqu'aujourd'hui, les différents pays se concentrent pour sécuriser au maximum la diversification de leurs sources d'importation de produits alimentaires. La France fait partie et a signé notamment avec le gouvernement aux Émirats arabes unis un accord de coopération pour en faire un fournisseur important également aux Émirats. Et puis, c'est un marché qui est relativement facile d'accès, même très facile d'accès pour les Émirats, avec une ouverture commerciale très, très importante sur le monde et des faibles barrières tarifaires et non tarifaires, puisque les droits de douane sont quand même très restreints, 5% pour la plupart des produits. Alors, quelques idées reçues, mettons les pieds dedans directement sur la zone Proche et Moyen-Orient. Je suis bien placée pour en parler. En tant que femme, je ne serais pas bien reçue en Arabie ou aux Émirats. C'est bien évidemment totalement faux. Aux Émirats, le marché est excessivement ouvert. Vous n'avez pas de différence entre votre vie en France et votre vie aux Émirats, si ce n'est de respecter un minimum le fait de vous habiller, peut-être pas en crop top et en short très court. Au-delà de ça, la tolérance est totale. En Arabie saoudite, la population locale a énormément évolué.
ne serait-ce que pour les femmes. On n'a plus la tutelle, les femmes ont le droit de conduire, les femmes travaillent, de plus en plus d'ailleurs. Elles n'ont pas l'obligation de porter le voile. Elles doivent être couvertes de manière décente, bras couverts, jambes couvertes, mais ça s'arrête là. Autre point souvent, c'est je ne parle pas l'arabe. Pas besoin de parler l'arabe pour travailler dans le Golfe. L'anglais suffit, l'arabe est un plus, notamment en Arabie Saoudite par exemple ou au Koweït. Mais la langue courante pour le business est l'anglais, donc aucun problème. Les démarches de visa sont trop compliquées. Ce n'est pas le cas aux Émirats, vous pouvez venir en visa touriste. 3 mois, sans problème. Renouvelable tous les 3 mois. Et en Arabie Saoudite, ils ont également ouvert les visas touristiques. Le Qatar fait pareil et le Koweït, c'est relativement simple également, donc aucun souci pour nous Français. Alors, les produits alimentaires ne sont pas certifiés halal. Le halal est uniquement réservé pour les Émirats aux produits à base de viande ou à base d'additifs à base de viande. Si vous n'avez pas de viande dans vos produits, vous n'avez pas besoin de certification halal. Pour l'Arabie Saoudite, c'est le même sujet. Ce sont tous les produits à base de viande. Il est question, point d'interrogation, des produits laitiers. Pour l'instant, ce n'est absolument pas instauré. Donc, si vous n'avez pas de viande, pas besoin de certification halal. Les consommateurs locaux ne connaissent pas les produits européens, ne sauront pas les apprécier. Alors, c'est une population qui voyage énormément, qui connaît très bien la France, aux Émirats notamment, beaucoup d'Émiratis. Enfants apprennent le français à l'école, ils connaissent bien la France, ils ont voyagé, ils viennent faire du ski, ils viennent passer leur été pour échapper à la chaleur du Golfe. Donc non, ils connaissent très bien l'Europe, ils connaissent très bien la France. Et puis, ils apprécient bien évidemment les produits de luxe, qui sont très connus, ils apprécient notre gastronomie. Donc, nous sommes plutôt bien cotés. Et puis les pays du Golfe sont extrêmement riches et ne regardent pas la dépense. C'est faux. On n'est plus sur la grande période dorée de la région. Les différentes crises sont également passées par là. Donc les différents pays regardent quant à leurs dépenses, regardent les frais. Et puis, sont de grands négociateurs. Donc, par principe, ils chercheront toujours à négocier les prix, même si évidemment le Qatar et le Koweït font relativement exception, puisque la capacité de, de richesse par habitant est très très conséquente. L'Arabie Saoudite et les Émirats, c'est très différent, c'est beaucoup plus raisonnable. Alors, si on focalise maintenant sur les marchés émiriens et saoudiens, les Émirats arabes unis, c'est le deuxième marché alimentaire de la région. Après l'Arabie saoudite, c'est 85% d'importation de leurs besoins alimentaires, ce qui est énorme. Dubaï, c'est la première destination touristique du Moyen-Orient. Et puis, les principaux fournisseurs des produits alimentaires aux Émirats sont l'Inde, de par sa proximité. L'Inde, c'est 3 heures d'avion. Le Brésil, notamment sur la volaille. Les États-Unis et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est un producteur de produits alimentaires dans la région et donc qui exporte un certain nombre de produits, notamment laitiers et notamment de boulangerie aux Émirats. Et les États-Unis, c'est assez diversifié en termes d'importation. Donc les importations et exportations, vous avez les chiffres sous vos yeux. Côté saoudi, c'est le plus gros marché de produits alimentaires de la région. Il dispose d'une production agricole et agroalimentaire significative, mais néanmoins continue d'importer près de 80% de leurs besoins alimentaires, donc ce qui en fait un marché quand même très intéressant pour les entreprises françaises. Les échanges sont croissants entre la France et l'Arabie saoudite depuis un certain nombre d'années, sont variables en fonction des typologies de produits, mais restent en croissance régulière. Et puis les principaux fournisseurs de l'Arabie saoudite, c'est toujours le Brésil, l'Inde, les Émirats bien évidemment par proximité, mais les États-Unis et la France sont bien positionnés, puisqu'on est quand même un des premiers fournisseurs européens. Alors, quelques grandes tendances sur ces 2 gros marchés. C'est bien évidemment, vous l'avez en Europe, donc vous la connaissez, cette tendance du bien-être et du healthy, avec tous les produits vegan, donc les alternatives aux viandes, tous les produits sans, donc sans sucre, sans colorant, sans conservateur, sans additifs, etc. C'est les produits biologiques et c'est tout ce qui est superfood. Et notamment, on a une grande tendance ici sur les produits hyperprotéinés notamment. Maintenant, on est sur la tendance keto, où on ne mange plus de glucides. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'optimiser la santé de la population locale. L'autre gros sujet, et ça c'est très particulier pour les Émirats, c'est l'explosion de la MDD, marque de distributeur, où toutes les grandes chaînes de distributeurs développent fortement leurs références pour à la fois les Émirats, mais aussi tous les pays du Golfe et voire l'Afrique, notamment je pense à Majid Al Futtaim qui détient Carrefour. Alors, je vous propose de regarder rapidement quelques grands acteurs des produits alimentaires aux Émirats. Alors, les leaders sont Almarai,
qui est un acteur saoudien, c'est le leader des produits laitiers. Nous avons bien évidemment ensuite Nestlé et Mars sur le top 3. Ensuite, en 4e, 5e position, vous avez un acteur local qui s'appelle IFCO, qui est un gros acteur et l'un des rares de transformation agroalimentaire aux Émirats arabes unis. Donc qui est très intéressant à garder dans votre radar, ne serait-ce que pour vérifier la concurrence. De même, Al Rawabi est un acteur local. Et Al-Ain Dairy est, comme son nom l'indique, un producteur de produits laitiers aux Émirats, avec notamment des fermes. Il y a des vaches et laitières aux Émirats arabes unis. J'en ai visité de mes propres yeux. Ferrero dispose aussi de parts de marché intéressantes. Ce qu'il faut garder en tête aux Émirats, c'est que la production locale de produits alimentaires est très limitée. Donc on va avoir du laitier, on va avoir quelques sucreries type biscuits. On a une production de pain, donc plutôt pain burger ou soft bread, donc les pains de mie, et jus de fruits. Au-delà de ça, on est quand même relativement limité en production locale. Alors, quelques grands acteurs en Arabie Saoudite, donc c'est beaucoup plus diversifié. Vous voyez sur les plus grands acteurs en termes de pourcentage, c'est Al Marail, donc c'est le leader des produits laitiers saoudiens. On a Nestlé Saoudi et Mars, Sadafco qui est un gros player local national, National Food Industry également. Intéressant aussi à garder en tête Bassam, qui est aussi un des plus gros importateurs et qui est en capacité de produire localement. Et puis Americana, qui est koweïtien, mais qui a de très belles parts de marché dans tous les pays du Golfe sur plutôt les produits à base de viande. Je passe à la slide suivante. Alors les circuits d'importation aux Émirats, le marché de l'importation aux Émirats est très très bien structuré, ce qui vous facilite les choses, ce qui en fait d'ailleurs le premier marché généralement d'entrée pour les entreprises dans la région. Sur 100% de produits alimentaires, on part sur 93% d'importation, 7% de production locale. Donc, je vous l'ai dit précédemment, la production locale est relativement limitée. Sur ces 93% de produits importés, on a 85% qui sont importés via des importateurs-distributeurs qui sont très bien structurés dans le pays et 15% en importation locale. Alors, ça va être soit une importation en direct via les grands transformateurs type IFCO, ou bien via quelques grandes GMS qui importent en direct, mais ce qui est vraiment pas la majorité des cas. Sur les 85% d'importateurs-distributeurs, la consommation domestique se répartit à la fois sur de la consommation détail, en RHD bien évidemment, de l'industrie agroalimentaire qui est quand même limitée. Et puis, ce qu'il faut garder en tête sur l'importation aux Émirats, c'est qu'un certain nombre de produits alimentaires aux Émirats sont importés, mais à destination de la réexportation. C'est pour ça que sur le schéma sous vos yeux, vous avez une exportation de 35%. C'est une plateforme, les Émirats. Alors, soit c'est importé aux Émirats pour être réexporté dans les pays du Golfe, mais ça peut aussi très bien être réexporté en Afrique de l'Est, de plus en plus. Et puis, surtout les pays, les îles paradisiaques, entre guillemets, Maldives, Seychelles, Zanzibar, qui sont très proches en termes d'heures d'avion. C'est 3-4 heures, 4 heures. Donc, une grande proximité et un nombre de réexportations qui est quand même très important avec un port gigantesque qui est le port de Jebel Ali, basé à Dubaï. On peut passer à la slide suivante. Alors, quelques importateurs-distributeurs emblématiques aux Émirats. Je vous l'ai dit précédemment, hein, le marché est très bien structuré au niveau de la distribution. Donc, vous avez tous les importateurs généralistes avec Emirates Snack Food, Gast, Troubel, Food Emporium, Transmed. Ce ne sont que quelques exemples, mais ça fait partie des plus grands. Vous avez aussi Classic Fine Food pour ceux qui travaillent régulièrement en Asie, qui sont également bien développés aux Émirats. Les importateurs-distributeurs spécialisés RHD, c'est Classic, c'est Chef Middle East, c'est Safco, c'est Répertoire Culinaire ou Bitfood notamment. Alors, la particularité, c'est que tous ces importateurs-distributeurs spécialisés RHD ont ouvert pendant la crise sanitaire, donc courant 2020-2021, leur propre plateforme e-commerce, notamment Classic, notamment Safco, où en fait ils ont ouvert leur stock à de l'achat e-commerce pour le B2C. Et donc Classic a ouvert un site qui s'appelle Classic Daily, Safco a ouvert une plateforme qui s'appelle Wynic. Ils se sont diversifiés pour faire face finalement aux difficultés qu'il y a eu pendant 1 an et demi sur l'hôtellerie-restauration qui, je vous rassure, va très très bien depuis octobre.
Les importateurs distributeurs spécialisés fruits et légumes sont également très bien organisés, avec des leaders comme Fresh Fruits, comme Nasser Al Refai, NRTC, comme Kipsons également. Kipsons qui a la particularité de développer tout ce qui est panier de fruits et légumes qu'on peut commander en ligne. Donc, ils sont à la fois sur le B2B et le B2C. Et puis, on a les importateurs et distributeurs de vins et spiritueux. Alors, c'est assez particulier aux Émirats, hein, l'importation et la distribution d'alcool, puisqu'elle varie en fonction d'un Émirat à l'autre. Les Émirats arabes unis, c'est 7 Émirats. On connaît Abu Dhabi, on connaît Dubaï, vous en avez encore 5 autres sur le nord du pays et l'est du pays. Et en fait, chaque émirat a une réglementation différente. Dubaï, qui est là où il y a le plus gros volume d'importation d'alcool, c'est un duopole d'Africanister et de MMI. Pour l'émirat d'Abu Dhabi, qui est le deuxième plus gros marché, ce sera 5 distributeurs à peu près qui vont se répartir le marché, donc très, très difficile d'accès pour distribuer les vins et spiritueux dans la région, mais pas impossible. Flavie, on a une question. Ouais. Dans le chat, existe-t-il des importateurs spécialisés en épicerie fine? Non, bah on va rentrer direct dans le sujet. Alors, on a très peu d'épicerie fine comme on le conçoit en Europe. Dans la région, on n'a pas du tout le même concept. On va avoir 1 ou 2 boutiques d'épicerie fine, mais ce qui est très très limité. Et en fait, finalement, tous les produits gourmets, on va les retrouver aujourd'hui énormément en e-commerce. Donc, c'est tous les acteurs type qui ont l'habitude de travailler plutôt sur la RHT, qui vont être spécialisés et qui ont ouvert des sites dédiés au B2C sur vraiment les produits d'épicerie gourmet. Vous allez avoir, après on a d'autres sociétés qui se sont spécialisées, vous allez avoir Maison du Four par exemple, ou les gastronomes qui sont spécialisés sur ce qu'on appelle l'épicerie fine, mais par contre nous elle est en ligne, elle n'est pas en boutique comme vous l'avez en France notamment. Donc, on n'a pas vraiment d'importateurs-distributeurs spécialisés. Ils importent tous des produits gourmets. Merci. Alors, sur la distribution aux Émirats, vous avez le schéma sous vos yeux qui est très classique. Vous le connaissez bien, il n'y a pas de révolution sur ce pays-là. Vous, fournisseurs, vous importez via votre distributeur. Votre distributeur a 2 options. Soit il est sur la vente en détail hors magasin. Donc, le e-commerce qui a explosé ces derniers mois, ces dernières années. Soit la vente en détail en magasin. Si on parle de vente en détail en magasin, on va parler pour vous de détail en alimentation. Et ce sera très principalement les détaillants d'épicerie moderne. On a très peu de détaillants d'épicerie traditionnels aux Émirats, donc ça va être surtout hypermarché, supermarché, magasin de proximité, puisqu'en bas de chaque tour résidentielle, vous avez les convenience stores, ce qu'on appelle, avec l'enseigne Zoom notamment, ou des Carrefour Market, qui sont énormément développés. On a les boutiques de stations-service qui sont très, très bien fournies en produits très qualitatifs. Voilà, majoritairement, la manière dont est structuré le marché, c'est relativement clair et simple. On peut passer à ce slide, ouais. Alors, côté saoudien, on passe des Émirats en Arabie Saoudite. Un peu moins organisé en Arabie Saoudite. Alors, vous avez les distributeurs généralistes. Je vous cite quelques noms sur ce slide-là. Vous avez les distributeurs spécialisés en RHD, comme Gulf Central ou Gulf West. Des distributeurs spécialisés en fruits et légumes. Mais la particularité, c'est que le marché saoudien est moins organisé, moins clairement qu'aux Émirats, et on a surtout de gros conglomérats familiaux qui détiennent en fait à la fois une distribution de produits alimentaires, mais ça peut être également de la distribution automobile ou de la construction, etc. Donc c'est beaucoup plus diversifié. On a moins de spécialistes pure souche de distribution de produits alimentaires. On peut passer sur la slide suivante. Vous le voyez sur le schéma, hein, on a sur la vente en détail, on a à la fois les non spécialistes de l'épicerie fine, mais qui sont les détaillants classiques, puis les détaillants en alimentation. On a beaucoup plus de détaillants en alimentation traditionnelle, donc ça va être les petites épiceries indépendantes, ça va être les spécialistes des boissons, donc c'est les magasins de proximité, ce qui s'appelle dans la région les Bacala. Et puis les magasins d'alimentation moderne avec des grandes chaînes qu'on retrouve aux Émirats, et puis d'autres qui sont spécifiques à l'Arabie Saoudite, comme la chaîne de supermarché Panda, par exemple. Panda comme l'animal. Et ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, les grands distributeurs saoudiens peuvent à la fois importer des produits gourmets et puis vous expliquer qu'ils sont spécialisés dans la construction. C'est tout à fait normal. Pas d'inquiétude. On peut passer à la slide suivante.
Alors, ce que je vous propose à partir de ce slide-là, c'est de faire des focus vraiment par secteur d'activité. Alors, de manière très, très synthétique, je vous donne accès à une étude complète et gratuite par la suite, où vous aurez, si vous voulez creuser secteur par secteur d'activité, plus d'informations. Là, je vous propose d'aller balayer les différents secteurs d'activité. N'hésitez pas à me poser des questions au fil de l'eau. Alors, sur le marché de la confiserie sucrée pour les Émirats, c'est un marché qui est en croissance régulière. Les pays du Golfe sont très amateurs de produits sucrés, même s'ils font, et c'est très dichotomique, face à des gros problèmes de diabète et d'obésité, ce qui fait que les politiques gouvernementales taxent les produits trop sucrés, les boissons énergisantes, etc. Néanmoins, les parts de marché restent toujours importantes. Sur les produits, les confiseries sucrées, on va être beaucoup sur tout ce qui est gomme à mâcher et chocolat, principalement, avec les grands classiques internationaux qu'on a bien évidemment en France. Et puis la Turquie, qui est un gros fournisseur de confiseries sucrées, également de biscuits, et tous les pays d'Europe de l'Est, qu'on retrouve beaucoup sur tout ce qui est bonbons et gomme. On peut passer à la slide suivante. Alors les confiseries en chocolat, vous avez les acteurs sous les yeux, donc on a les grands acteurs internationaux, et puis on a les acteurs locaux, on a IFCO, notamment, qui a des parts importantes de marché, qui produit notamment en Tunisie, enfin qui détient des entités de production en Tunisie et qui réimporte ensuite aux Émirats pour exporter dans le Golfe en général. Très consommé. Ce qui est très consommé surtout, c'est tout ce qui est barres chocolatées. On va avoir beaucoup d'assortiments sous forme de grandes boîtes ou de grands plateaux, comme sur l'image que vous avez sous vos yeux. En bas à gauche, c'est des gigantesques plateaux de chocolat très très bien décorés. C'est ce qui s'offre traditionnellement énormément, soit pendant les mariages, fiançailles, naissances, événements spéciaux. C'est très local et c'est très demandé. On a accompagné notamment des sociétés qui fournissaient des chocolats pour quelques grandes marques comme Patchy, par exemple, si vous les connaissez, en marque blanche. Ce qui est particulier dans la région, c'est la capacité des confiseurs à adapter à des goûts très particuliers. Alors, à la fois soit les packaging, soit véritablement les goûts. On a par exemple KitKat qui a développé uniquement pour la région du Golfe, en tout cas en premier, le KitKat Lotus. On a maintenant les KitKat en collaboration avec Cinnabon, qui sont des roulés à la cannelle. KitKat a également développé des packaging spécifiques pour la fête nationale émirienne. Ils sont sur la partie confiserie, ils s'adaptent vraiment, ils font beaucoup de partenariats avec d'autres marques pour mettre en avant et se différencier de la concurrence qui est phénoménale sur cette partie de produits-là. Néanmoins, même si le marché est très saturé sur le snacking sucré, le pays est toujours très curieux pour découvrir de nouvelles saveurs ou également beaucoup de produits allégés en sucre. Ça va être une grande demande du marché. Bon, pas sur les chocolats classiques, bien évidemment. Sur la partie biscuits, vous avez bien évidemment les Mondelez, les Locker, les Americana, qui sont présents. IFCO est toujours là. C'est un marché en croissance régulière, douce, mais qui continue de croître. Une grosse tendance sur la partie biscuits, pour les biscuits nature type digestive, mais parce que le marché est très empreint de la culture anglo-saxonne. On a beaucoup de biscuits fourrés également, chocolat ou fraises. Ce qui se consomme énormément, c'est tout ce qui est type gaufrette. Ça, c'est très apprécié localement. Après, la manière dont certains acteurs locaux vont aujourd'hui se différencier, c'est en proposant moins de sucre ou justement les graines. On a un exemple, les coconuts et graines de chia. C'est typiquement le genre de produit qui va permettre de se démarquer. On peut passer à la slide suivante. Alors, le snacking salé, c'est gros. Vas-y, pardon. Pardon. Pour conclure sur la partie sucrée, il y a une demande dans le chat. Donc, c'est une société qui est basée à Montpellier qui fait de la confiserie et confiserie santé. Donc, ils font des bonbons ou gommes vegan halal. Est-ce qu'il existe des importateurs spécialisés en confiserie homéopathique, apothicaire, antiseptique ou des recettes sur mesure sont demandées? Alors, non, on n'a pas de distributeur spécialisé sur cette niche parce que c'est très, très niche. Par contre, vous allez avoir tous les distributeurs de produits alimentaires qui cherchent bien évidemment des produits différenciants. Donc typiquement vegan, ça va faire tilt, ça va les attirer. Halal, c'est une obligation puisque ça veut dire pas de gélatine et dans les bonbons importés, il n'y a pas de gélatine de porc.
Et les bonbons type un peu plus santé vont soit se retrouver en GMS de manière traditionnelle, soit se retrouver dans les pharmacies, puisque les pharmacies ont une offre beaucoup plus diversifiée que nos pharmacies en France. On va avoir typiquement un certain nombre de produits alimentaires de manière relativement importante dans les pharmacies. Ça fait qu'en fait, vous allez avoir deux types, pour cette typologie de confiserie en particulier, deux types d'importateurs. Vous allez à la fois travailler avec les importateurs distributeurs de produits alimentaires traditionnels, et puis avec tous les importateurs distributeurs spécialisés sur les réseaux pharmacie et santé, qui ne sont pas du tout les mêmes canaux de distributeurs. Mais les deux, pour votre activité, sont pertinents. Merci. Voilà. Snacks salés, du coup, gros consommateur de snacks salés, gros consommateur de chips aussi. Dans tous les pays du Golfe, vous avez des packagings gigantesques de chips qu'on ne retrouve pas en France, malheureusement, d'où les grandes mesures prises par le gouvernement, notamment émirati, pour limiter cette habitude de snacking. Donc en priorité, enfin le plus consommé, ce sont les chips de pommes de terre. Ce qui est très consommé, et ça c'est traditionnel, c'est tout ce qui est fruits à coque et fruits secs, donc les mélanges de noix salées, de raisins secs, d'amandes fumées. Vous avez une offre qui est beaucoup plus variée historiquement que dans les pays européens, qui est très très consommée et appréciée. Et puis après, aujourd'hui, vous avez tout ce qui est demande en produits différenciants sur les saveurs. La grande tendance actuellement sur le snacking salé, c'est le super spicy. Donc on avait culturellement, nous, les snacking relativement bien épicés, puisqu'on a une population locale qui consomme des produits très pimentés. On a toute la population indo-pakistanaise qui mange très très pimenté. Et donc la nouvelle tendance, c'est notamment toutes les marques américaines, les Cheetos, les Lay's, c'est de faire du super spicy. C'est une des tendances du moment sur le snacking. Et puis vous avez bien évidemment toute la partie snacking produits sains. On va faire moins gras, moins salé. On a toutes les chips de quinoa, etc. pour du sans gluten. Et puis des chips un petit peu plus éthiquement correctes sur la partie nutritionnelle, ce qui est la grande tendance. Mais on remarque majoritairement les grandes marques américaines. Sur la partie condiments, huiles et sauces, les grands acteurs, vous les avez sur le côté gauche de votre image. Alors, un acteur local dont je n'ai pas encore parlé, c'est le groupe Actia, qui est un des principaux avec IFO, transformateur de produits alimentaires aux Émirats, donc qui est important à garder dans votre radar, de même que Del Monte qui transforme aussi beaucoup localement, vraiment aux Émirats. Donc je me permets de vous les citer parce qu'il n'y en a pas énormément. Je regarde juste le chat en même temps. Alors non, pour l'importation des produits alimentaires sur les pays, enfin en tout cas aux Émirats, il faut enregistrer ces produits préalablement, mais ça c'est l'importateur-distributeur qui vous fait l'enregistrement des produits. Bien évidemment, il y a un équivalent du FDA des Américains, donc aux Émirats, vous importez via Dubai Municipality vos produits. Aux Émirats, en Arabie Saoudite, c'est les Saudi Food Authority. C'est un process qui est relativement bien rodé, où tout se fait en ligne et qui est simple, et c'est vraiment les importateurs-distributeurs qui vont vous guider sur l'enregistrement. C'est pas à vous directement de le faire seul. L'importateur se doit de vous accompagner sur les enregistrements produits. Mais c'était une question importante. Donc pour la partie condiments, huiles et sauces, que vous dire, je suis partie sur la réglementation. Des acteurs, oui, j'étais sur les acteurs locaux, pardon, qui sont de gros transformateurs de produits, notamment de sauces, et qui vont faire soit en marque propre, soit pour le compte de grands acteurs. Je pense notamment à McDo. Il y a un certain nombre d'acteurs locaux qui produisent des sauces pour McDo dans la région, mais c'est très fragmenté, puisqu'on a une population qui est tellement diversifiée qu'on va à la fois avoir des condiments et sauces italiens, qui ont des très grosses parts de marché, les produits italiens, sur cette catégorie de produits-là. Vous allez avoir les produits français, bien évidemment. Vous allez avoir toutes les sauces et condiments pour la population indienne, qui est gigantesque. Et puis, vous allez avoir toutes les sauces, notamment spicy, qui vont être très consommées par la population émirati locale. Ce
qui va finalement être intéressant, c'est de regarder les opportunités pour les sociétés françaises. Ça va être surtout ce qui est recettes innovantes. Alors soit sous format packaging, soit sous forme de saveurs. Ça va être les saveurs tendances, tout ce qui est moutarde ou yuzu, tout ce qui est fine dining va être apprécié. Tout ce qui est spicy, je vous l'ai dit, donc c'est du wasabi, ou tout ce qui est asiatique également va énormément plaire. Donc je vous cite l'exemple du sel-d'ail noir. Toutes les sauces, bien évidemment, allégées en sucre. Je vais beaucoup le répéter dans ces slides, mais c'est vraiment une demande des acteurs locaux sur la partie alimentaire. C'est tout ce qui est allégé en sucre, en sel et en matière grasse. Et tout ce qui est bio, on en a très peu parlé jusqu'à maintenant, mais c'est un énorme facteur différenciant et ce sur lequel on peut jouer notre capacité à produire des produits sains et biologiques. On peut passer à la slide suivante. Alors, autre catégorie, on change d'aspect et d'écosystème, c'est les fruits et légumes frais. Alors, la France est très, très bien placée pour l'importation de pommes et de pommes de terre. On est numéro 1. On était numéro 1. Les parts de marché commencent à être bataillées notamment par l'Europe de l'Est et notamment pour les pommes. Mais la distribution de fruits et légumes est très, très bien structurée aux Émirats. On a un nombre important de distributeurs spécialisés, à la fois des grossistes et puis à la fois des distributeurs qui vont aller toucher soit les GMS, soit la RHD et le fine dining. On a une vingtaine d'acteurs spécialisés sur ce créneau-là. On a aussi les importateurs distributeurs généralistes qui peuvent parfois importer des fruits et légumes en direct. La grande distribution importe également parfois en direct, parfois via distributeur, il n'y a aucune règle. Ça dépend complètement des quantités, de la typologie de fruits et légumes et puis de l'acheteur. Et les GMS ont une part croissante vis-à-vis des magasins d'épicerie traditionnels sur l'importation de fruits et légumes. Ce qu'on va retrouver principalement, ça va être les pommes, les bananes, oranges, etc. Ce qu'on a énormément également ici, c'est tous les fruits exotiques venant d'Asie, puisqu'on est relativement proche de l'Asie, avec une saisonnalité bien évidemment. On n'a quasiment aucune production de fruits et légumes aux Émirats. Ce qui est produit localement, ce sont des concombres, tomates, aubergines, des herbes fraîches, de la salade. Oman fait un petit peu de champignons, Oman qui est un pays juste à côté. Se développe de plus en plus par contre la production de fruits rouges. Tout ce qui est fraises, framboises, myrtilles se développe sous serre de manière assez régulière. Alors en parallèle, on a 2 autres canaux de distribution aussi qui se forment depuis quelques années pour l'importation et la distribution de fruits et légumes. Ce sont les magasins spécialisés biologiques. La chaîne principale, la plus grande, c'est Organic Food and Café, qui a ouvert aujourd'hui. Ils ont plus de 7 magasins. Ils ont une politique d'expansion qui est assez importante. Et puis Ripe, qui également distribue à la fois en propre, en ligne, et qui a des corners dans les supermarchés, notamment Carrefour. Donc eux commencent à prendre de la place sur l'importation de fruits et légumes. Et puis, on a tout ce qui est les applications d'achat en ligne et de livraison à domicile qui explosent. Donc, vous avez Keepsons que je vous ai cité précédemment, vous avez Farmbox, mais il y en a des dizaines aujourd'hui et qui sont vraiment des canaux spécialisés sur l'importation de fruits et légumes sous forme de paniers à destination du consommateur final. Donc la partie fruits et légumes frais est bien évidemment énormément importée. Je pense que c'est la catégorie qui est la plus importée. Les produits français commencent à être bataillés. On a une concurrence européenne qui est quand même très très forte et qui tire les prix vers le bas. Donc il faut soit vous différencier sur la partie bio, soit sur des fruits et légumes type fruits et légumes anciens, ou ce qui peut être intéressant, c'est ce que les pays asiatiques apprécient, c'est la pomme rubis, c'est vraiment, voilà, vous avez les pink pineapple, il y avait les ananas avec le corps rose à l'intérieur. Tout ce genre de fruits un petit peu particuliers peut servir de cheval de Troie pour rentrer sur le marché. Et quelques importateurs, distributeurs cités ici. Vous avez Fresh Fruit, Pomme Alliance, Aboussido et Keepsons et Nasser El Raffaï sont les gros. On pourrait ajouter Al Bakraoui ou Barakat également. Alors les produits laitiers, je pense qu'on n'a pas de produits laitiers là en participant, mais c'est un secteur qui est très très important. C'est des gros consommateurs de produits laitiers aux Émirats, en Arabie, dans le Golfe en général, et qui en fabriquent peu, en tout cas pour les Émirats. C'est surtout l'Arabie Saoudite qui est un grand fabricant de produits laitiers, très apprécié, très consommé. La France a des très grosses parts de marché sur les produits laitiers et surtout reconnue pour cette catégorie de produits-là.
Alors, ce qui est très tendance en ce moment et demandé, c'est les produits protéinés. Que ce soit sur les laits, les fromages, les crèmes glacées, les yaourts. Vous avez aujourd'hui les crèmes glacées qui sont beaucoup développées, soit des crèmes glacées véganes, soit des crèmes glacées hyper protéinées et moins caloriques. Vous avez tous les fromages italiens. Alors ça, c'est une particularité. Les fromages italiens de fabrication Emirati. Ça existe, ils l'ont fait et c'est bon et ça marche. Donc on a la mozzarella et la burrata made in UAE, italienne, et qui se consomme et qui est honnêtement très qualitative. On a une grande tendance sur les produits aromatisés aux saveurs locales. On a de grandes marques qui se sont adaptées, notamment Danette, soit sur des saveurs pistache, soit sur des saveurs dattes, soit sur des saveurs, moi la bière, c'est à la fois fleur d'oranger et noix. C'est vraiment voilà, ça va vraiment être apprécié et demandé par les consommateurs locaux, toutes ces saveurs très locales, tout ce qui est à base de safran aussi, est également très apprécié. Les recettes grecques, grande tendance. Ne cherchez pas une logique, c'est la tendance du moment pour les acteurs locaux, que ce soit les yaourts, les fromages type fromage à tartiner, ou bien les fromages type feta, qui sont très très utilisés en ce moment par à la fois la RHD et à la fois le B2C. Et puis tous les produits allégés, bien sûr, les yaourts allégés, les glaces allégées, les yaourts à boire allégés, et moins sucrés, bien sûr, donc plus intéressant pour les consommateurs locaux. Alors je le résume sur un slide et je cite les Émirats, mais c'est totalement le cas de l'Arabie Saoudite également. C'est que la tendance santé s'est énormément accélérée depuis le début de la crise Covid et les consommateurs émiratis qui avaient tendance à sortir énormément, ont consommé peu chez soi, on allait énormément au restaurant, se sont recentrés sur une cuisine à la maison et ont davantage logiquement fait leurs courses et se sont vraiment redirigés vers l'alimentation soit bio, soit à minima plus saine et plus équilibrée. Donc les commandes en ligne aussi de ce type de produits ont quand même explosé de 300-400%. Ça a été phénoménal. On a vraiment eu un virement de la part des consommateurs qui a été très rapide et très fort. En Europe, vous avez démarré beaucoup plus tôt que nous, donc ça a été plus progressif. Nous, on a démarré relativement tard dans la zone et ça a explosé en l'espace d'1 an et demi. Alors pour synthétiser les secteurs porteurs aux Émirats sur les différentes catégories de produits alimentaires, ces slides synthétiques ont été réalisés après enquête pendant plusieurs mois auprès de tous les acteurs locaux, que ce soit la grande distribution ou les acteurs spécialisés dans la restauration et l'hôtellerie. On leur a demandé les catégories de produits qui étaient le plus demandés et recherchés. Donc la première catégorie, c'est la BVP, tout ce qui est boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. La grande distribution va chercher des produits soit biologiques, soit allégés, va apprécier les portions individuelles, contexte sanitaire oblige, et développe aussi beaucoup ces gammes de produits surgelés. Donc tout ce qui est croissant surgelé, pain précuit surgelé sont de plus en plus demandés. Pour la RHD, sur la partie BVP, ce qui va être demandé, c'est les viennoiseries surgelées. Et puis les produits artisanaux différenciants, juste pour se démarquer de leurs concurrents et se mettre sur des positionnements plus ou moins gourmets en fonction de la typologie d'hôtellerie-restaurant. Sur la partie confiserie sucrée, la grande distribution, pour l'instant, ne fait pas de différence, continue à importer les confiseries très classiques sucrées. La RHD, elle, n'a pas émis d'intérêt particulier pour les confiseries sucrées. On n'a pas de changement des types de consommation pour cette typologie de produits-là. Pour les snacks et apéritifs, que ce soit sucré ou salé, on va être sur la tendance pour la grande distri, bien évidemment, des produits légers. On va être énormément aussi sur la partie produits vegan. Donc, on va avoir de plus en plus de tartinables vegan et végétariens. Tout ce qui est produit destiné à base pour les régimes spécifiques. J'en ai parlé au tout début, les régimes keto. Je pense que vous ne l'avez pas encore énormément en Europe, enfin en tout cas en France. Keto et paléo, donc c'est on mange des produits soit pas cuits, soit sans glucides. Et puis tout ce qui est emballage recyclable, c'est très demandé aujourd'hui en grande distribution et ça peut être un facteur différenciant. Pour vous, je sais que côté français, notamment les fruits et légumes, vous n'avez plus le droit d'emballage. Nous, on est en train de passer à l'emballage carton. Voilà, on est un petit peu en retard. La RHD, elle, cherche des produits soit bio, soit allégés, et bio et allégés en même temps. Pour la partie condiments et huiles, ce qui va être demandé par la grande distribution, c'est tout ce qui est nouvelles saveurs. Toujours innovation pour aller attirer l'œil du consommateur. Les produits allégés, bien sûr. Des produits biologiques. Les rayons de produits biologiques se sont énormément agrandis aux Émirats arabes unis. Et puis tout ce qui est emballage recyclable et innovant.
est un facteur de différenciation. Pour la RHD sur les condiments, huiles et sauces, ça va être les mêmes critères. Ça va être produits bio, nouvelles saveurs et produits allégés. Sur la partie confiserie, confiture, pâte à tartiner, sucre, c'est vrai que je n'ai pas parlé du miel, je vais en profiter pour en parler là. La grande distribution va chercher énormément de produits à base de graines. Alors si vous ajoutez des graines dans vos tartinables, c'est apprécié. On va chercher des tartinables bio et des confitures allégées, en sucre notamment. La RHD, c'est les mêmes demandes. J'en profite pour parler du miel. Alors le miel est un produit très concurrentiel aux Émirats. Il y en a beaucoup. Il est très consommé par la population. Historiquement, les pays du Golfe le consomment énormément parce que c'est un produit qui a vraiment qui est considéré comme un produit bon pour la santé. Quand on est malade, on consomme du miel notamment. Historiquement, le miel dans la région est issu du Yémen, qui est selon eux l'un des meilleurs miels au monde, est très consommé. Par contre, très très concurrentiel puisqu'il y en a énormément sur le marché aujourd'hui du monde entier, et on a une taxe spécifique pour le miel qui est un enregistrement à ESMA. C'est une entité gouvernementale auprès de laquelle il faut s'enregistrer quand on fait du miel. Certains jus de fruits et les eaux minérales doivent être enregistrés, donc avec un coût relativement élevé de 10 000 dirhams par référence produit. Donc il faut le savoir et il faut être préparé à cet enregistrement particulier qui est un tout petit peu plus long mais pas compliqué, mais par contre qui a un coût. Pour les fruits et légumes transformés, très demandé. C'est un créneau qui est de plus en plus demandé par la grande distribution pour les mélanges de fruits surgelés, pour les fruits transformés qualitatifs bio en alternative finalement au snacking. Et puis la RHD va le demander aussi beaucoup sur soit des produits très haut de gamme, soit des fonds d'artichaut, soit les purées de fruits à incorporer aux recettes sucrées, justement pour les chefs des hôtels haut de gamme, vraiment sur le fine dining. On a notamment Pontier, si certains d'entre vous connaissent, qui ont des jolies parts de marché ici pour les purées de fruits, très, très, très qualitatives. Passons maintenant en Arabie Saoudite, puisqu'on on vient de faire les Émirats, allons chercher le deuxième plus grand marché. La boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, j'en parle pour l'Arabie Saoudite parce que c'est un gros fabricant de BVP, mais c'est également un gros importateur. Vous avez à la fois la fabrication de pain traditionnel, donc le pain plat, que vous connaissez peut-être, notamment dans les restaurants libanais en France, c'est là où on le trouve le plus facilement. Et puis tous les pains indiens, tous les pains français, européens. Vous avez un nombre d'entreprises françaises qui est bien présente en Arabie Saoudite, comme Kaiser, comme Cherrier, Bridor pour la partie RHD surgelé, le grenier à pain, le nôtre a été présent, la boulangère est bien présente aussi sur les produits BVP, et puis Gavot. Voilà, à titre d'exemple, c'est un marché qui est vraiment en croissance forte et régulière, avec une priorité sur la partie pâtisserie, sur les galettes traditionnelles, mais qui ne concernent pas les Français, sur les gâteaux et puis sur les pains. Alors, quelques opportunités pour les entreprises françaises en Saoudi sur cette niche-là, sur cette catégorie-là. Ça va être toutes les niches et micro-niches dans le food service, donc vraiment sur la RHD haut de gamme, pour des fonds de tarte, des pâtisseries surgelées, des préparations pour la pâtisserie, qui vont être très recherchées par les chefs. La demande de pain et viennoiserie pour le petit déjeuner, c'est un marché qui est en train d'exploser dans les hôtels liés à l'ouverture du tourisme en Arabie Saoudite, qui est récente. Ils ont annoncé leur ouverture au tourisme il y a 1 an et demi, 2 ans, vraiment juste avant la crise. Ils ont de très très grandes ambitions en Arabie Saoudite pour développer le tourisme. Donc l'hôtellerie-restauration va demander de plus en plus de produits BVP. C'est un marché qui est en évolution constante et qui va chercher soit des nouveautés, soit des nouvelles saveurs, et puis qui est à la recherche de produits plus qualitatifs. Historiquement, l'Arabie Saoudite, on n'était pas sur des produits qualitatifs, le consommateur n'en cherchait pas. Aujourd'hui, il évolue énormément, et il cherche vraiment des produits qui ont du goût, qui sont de bonne qualité, qui sont aussi bons pour la santé. On peut passer à la slide suivante. Alors les confiseries en Arabie, c'est des très très gros consommateurs de confiserie, nos amis saoudiens. Quelques entreprises françaises, Lucky, La Cure Gourmande, les bonbons Barnier, Bonne Maman, ont des jolies parts de marché sur ce pays-là. Des opportunités pour les entreprises françaises, ça va être tout ce qui est engouement pour les confiseries qui portent cette image saine et sans sucre, puisqu'ils ont un gros problème d'obésité en Arabie Saoudite, puisqu'il fait très chaud, les gens font peu de sport, on a jusqu'à présent peu de loisirs, même si ça évolue très vite. Donc les gens sortir, manger et être ensemble, c'était l'activité principale de divertissement. Donc les gens consommaient énormément de produits alimentaires.
Et puis, on retrouve des confiseries en Saoudi à la fois traditionnelles, donc tout ce qui est les halwani, les nougats traditionnels, hein, avec un goût très particulier pour nous, et puis toutes les confiseries très internationales de type Mentos qu'on peut retrouver au chocolat. Voilà, il faut être très, très innovant en Arabie Saoudite, parce qu'ils sont très curieux sur les nouvelles saveurs et ne pas hésiter à tout type de confiserie, hein, c'est très large. C'est tant les traditionnelles que les plus innovantes. Alors, les produits de snacking et apéritifs, de la même manière pour la biscuiterie sucrée, elle est très consommée. Alors je cite quelques entreprises françaises présentes sur le marché. Vous les connaissez, c'est des grands acteurs. Alors pour information, Saint-Michel ont mis un commercial local sur place et a fortement développé le marché. Donc pensez aussi, pour accélérer votre croissance sur le marché, à mettre une personne localement, ça change énormément la donne. Bayara, je vous le cite, c'est tenu par un Français, c'est une société à la fois locale, à la fois française, qui a explosé sur tous les produits, notamment de noix, amandes, et cetera, et qui se développe aussi sur la partie, biscuits de plus en plus. Donc c'est une catégorie de produits qui enregistre en Saoudi une croissance de 7 en 2020, qui continue d'augmenter régulièrement, qui bien sûr, traditionnellement est plutôt dominé par les fruits secs, et tout ce qui est amandes, noix, et cetera, mais avec une part de marché, croissante sur la partie biscuits plus traditionnelle et snacking plus traditionnel. On a quand même 3 kilogrammes de snacks sucrés qui sont consommés par habitant et par an en Arabie Saoudite, donc ce qui est, non négligeable, et puis une catégorie de typologie de biscuits snacking qui est très variée. On peut passer à la slide suivante. Alors le snacking, ouais, la première slide, juste avant, on avait le snacking sucré, je vous ai mis le snacking salé. Là, on part sur les boissons sans alcool et eau. On n'a pas l'autorisation de consommer de l'alcool en Arabie Saoudite, pour l'instant. Heu, nous ne serions pas étonnés que ça change dans quelques années puisque les hôteliers s'y préparent avec, l'arrivée des touristes, donc le marché évoluera très certainement. Quelques grands acteurs sur la partie boissons sans alcool. On a beaucoup d'acteurs à la fois locaux, régionaux, d'eau, soit qui sont importés, de l'Europe, de la Turquie, ou du Proche Moyen-Orient, notamment le Liban. Et puis, cette particularité, c'est qu'on a l'entrée en vigueur de la TVA. Et puis on a aussi l'entrée en vigueur de, la excise tax, donc la taxe sur les boissons, sucrées. Ce qui fait que, un certain nombre de consommateurs avaient l'habitude de consommer beaucoup de soda en Arabie Saoudite et s'est redirigé vers des boissons plus saines, moins sucrées et à base de, composants plus naturels. C'est un marché qui est en croissance constante puisqu'il n'y a pas d'alternative côté alcool et qui va demander toujours des nouveautés sur les saveurs et sur les innovations de produits. Avec, bien évidemment l'essor du tourisme, hors religieux, qui va changer la donne, je pense, sur la typologie de produits proposés. Gardez un œil vraiment sur l'Arabie Saoudite dans les mois à venir, ça va évoluer. Un des grands acteurs, bien sûr, c'est les Syro-Monins qui sont très présents dans tous les pays du Golfe. Donc voilà, petite fierté, nationale. Les secteurs porteurs en Arabie Saoudite, c'est la slide, synthétique, de la même manière, suite aux interrogations des acteurs, saoudiens. Pour la partie BVP, ce qui va être demandé par la grande distribution et la RHD, c'est toutes les alternatives sur le sans gluten ou à base de blé complet, blé entier et bien évidemment les produits bio. La RHD va demander beaucoup de produits surgelés qualitatifs, hein, va être en grande recherche sur la partie confiserie sucrée. On va aimer les produits à la base d'origine plus, naturelle. Vegan effectivement et enrichi en vitamine C, c'est effectivement une tendance, à une faible teneur en sucre ou une teneur en sucre réduite à minima, avec un packaging dédié. Ce qui va être apprécié en Arabie Saoudite, c'est vraiment la capacité à adapter les packagings, aux goûts locaux et la typologie d'acteurs aussi. Il faudra être flexible sur ce marché-là. Les confiseries en chocolat, population menacée par le diabète et l'obésité, je vous en ai parlé. Donc privilégier ce que font certains, c'est les petits formats. Ça va être apprécié, on a accompagné un chocolatier spécialisé sur les chocolats de très petite taille qui a, cartonné, sur la région. Et puis tout ce qui est chocolat à base de voilà, de produits originaux ou différenciants, de figues, de noix, et cetera. Les chocolats bio et à faible teneur en sucre sont demandés, maintenant en Saoudi par la RHD, c'est relativement récent. Les snackings, c'est bien évidemment le moins gras, moins sucré et des petits formats. Pour les jeunes, parce qu'il y a une population très jeune aux Émirats, en Arabie Saoudite et qui va chercher, vraiment à réduire sa consommation de snacking. Pour les condiments, huile, on est sur les produits allégés de la même manière.
Et sur les nouvelles saveurs, les boissons sans alcool. Donc c'est soit faible teneur en sucre, soit 0 sucre, sans conservateur, on en a parlé juste avant. Les boissons personnalisées vont être aussi demandées. Les Saoudiens adorent ce genre de concept et aiment beaucoup les bouteilles qui ont la forme de boissons alcoolisées, oui et non. Ça va être demandé par certains, ça va être rédhibitoire pour d'autres, donc ça va vraiment dépendre de votre client. Et puis la RHD va chercher des boissons bio à faible teneur en sucre, principalement pour les boissons chaudes. Gros consommateur de boissons chaudes, hein, dans la région, c'est vrai que j'en avais pas parlé précédemment. On va chercher beaucoup d'alternatives au café et au thé, qui peuvent être intéressantes, soit des nouvelles saveurs, soit une meilleure qualité. On a beaucoup de boissons aujourd'hui sans caféine, à base de chicorée, ou alternatives à la chicorée aussi, qui commencent à arriver sur le marché. Et puis les fruits et légumes transformés, c'est une vraie demande, donc soit principalement les produits bio et sans sucre, avec des packaging différenciants faciles à utiliser. Et point différenciant en Arabie Saoudite, c'est que les femmes travaillent de plus en plus, je l'ai dit au tout début, et donc on a un besoin en plats préparés qui sont quasi inexistants sur le marché. Ça, c'est une vraie nouveauté. La RHD, elle, va chercher des fruits et légumes transformés. Alors, elle sait que pour la partie française, quand ils se fournissent en France, ils vont chercher des produits transformés, fruits et légumes, haut de gamme. Ils savent qu'on n'est généralement pas sur les tarifs les plus compétitifs. Alors la force de la concurrence, je l'ai cité à plusieurs reprises pendant la présentation. Je vous cite quelques exemples parce qu'ils sont intéressants. Les Pays-Bas sont les leaders logistiquement européens dans la région et ils nous font mal, nous prennent des parts de marché, hein, sur ce sujet-là. L'Australie est également très présente avec leur capacité à importer à la fois des fruits et légumes hors saison avec la France, c'est l'avantage, mais aussi des produits à base de viande. Où ils sont en capacité de proposer des DLC beaucoup plus longues. La communication, les leaders, c'est les Américains, les Italiens sont très bons et les Néo-Zélandais font des campagnes de communication phénoménales pour mettre en avant les produits américains, italiens, etc. Vont utiliser aussi des influenceurs locaux. Je vous ai mis un screenshot d'influenceurs typiquement qui font la promotion, là en l'occurrence dans l'image, des produits, des fromages américains, ou bien des screenshots des chocolats néo-zélandais. Voilà, il faut être, pour arriver dans le golf, il faut être capable de faire face à cette concurrence internationale qui est très présente et savoir se différencier, donc communiquer. Ça doit faire partie aussi de vos enveloppes budgétaires lorsque vous pensez vous développer dans le golf. C'est l'enveloppe communication doit être là. On peut passer à la slide suivante. Marketing, il y a quelques grandes tendances de consommation qui représentent des opportunités pour les sociétés françaises. Donc c'est la recherche de produits sains, je ne vais pas le développer, j'en ai parlé. La durabilité et l'origine est de plus en plus demandée. Les consommateurs locaux vont aller chercher à la fois des produits bio, mais vérifier d'où ils proviennent. On a notamment une appétence pour les produits made in UAE qui sont en train de se développer. Ils sont soucieux maintenant des conditions, des problèmes climatiques, des enjeux sociétaux, et ils veulent vraiment un meilleur avenir pour les générations suivantes. C'est très nouveau comme réflexion, c'est pour ça que je me permets de le citer là. Tout ce qui est végétal, c'est une énorme tendance aux Émirats, ce n'est pas le cas encore en Arabie Saoudite. On a un petit décalage, mais toutes les alternatives aux produits à base de viande est de plus en plus demandée aux Émirats. Le snacking en Arabie Saoudite, avec l'ouverture du tourisme, du travail des femmes, etc., a fait évoluer énormément la typologie de consommation. Le e-commerce a explosé ces dernières années et devient incontournable, notamment sur le type épicerie fine. On en a parlé précédemment. Et puis l'expérience, alors ça c'est indispensable à garder en tête lorsque vous proposez un produit aux Émirats ou en Arabie Saoudite ou dans le Golfe en général. C'est non seulement vendre un produit parce qu'il est bon et agréable à consommer et que c'est une nouvelle saveur, mais ça doit être toute une expérience. Donc les restaurants le font énormément. On vous vend pas non seulement une carte, on vous vend toute une expérience. Donc vous avez au sein des restaurants ici, on va chercher à vous amener du spectacle, on va vous chercher à vous amener du divertissement. On va chercher à se différencier via l'expérience client pour qu'il soit fidèle et qu'il revienne régulièrement parce que la concurrence est féroce. Donc ça marche pour les produits alimentaires, ça marche pour la restauration. Mais voilà, c'est être capable de communiquer pour embarquer votre consommateur dans la durée en lui proposant vraiment une expérience consommateur et pas uniquement un achat et une dégustation classique. Si on creuse un tout petit peu, pour les Émirats, on a 5 catégories de consommateurs. On a les Émiriens, c'est 10% de la population. Donc ils sont plutôt friands de produits assez tendance, raffinés. Ils consomment
également en parallèle des plats très traditionnels à base de riz où ils mangent tous ensemble. Donc on est vraiment sur des extrêmes avec les Émiratis. Vous avez tous les étrangers du sous-continent indien qui, eux, vont avoir une vie très modeste et avoir des habitudes alimentaires très marquées et très propres à eux. On a la population iranienne, les pays du Golfe et du Maghreb qui sont une classe moyenne, avec un pouvoir d'achat relativement confortable et qui connaissent bien les produits français. On a aussi les résidents occidentaux, dominés par une population britannique. Les Britanniques sont 100 000 aux Émirats. À titre d'exemple, les Français sont 30 000. Et puis les non-résidents, c'est quand même 16 millions de touristes par an à Dubaï. Donc le tourisme haut de gamme stimule fortement la demande de produits de qualité, mais on a de plus en plus, et maintenant majoritairement, un tourisme de masse aux Émirats. Une population qui dispose de plus d'hommes que de femmes, mais parce qu'on a toute la partie de la main-d'œuvre et des travailleurs locaux. C'est plus de 200 nationalités aux Émirats, donc c'est très varié, ce qui fait qu'en termes de produits, vous ne pouvez pas vous dire, vous allez approcher le marché émirati en vous disant que vous avez un type de consommateur. Les consommateurs sont très variés et très différents aux Émirats, d'où le challenge. Et puis c'est une population qui est très jeune, qui connaît très bien la France et qui sont très curieux. Les Saoudiens, eux, préfèrent préfèrent la qualité à la quantité, et ça, c'est récent. Ils sont de plus en plus éduqués et avec un pouvoir d'achat en hausse. Néanmoins, suite à la crise Covid, bien évidemment, les portefeuilles se sont serrés, donc ils sont plus attentifs à leurs dépenses et à leur budget. Ils ont besoin, culturellement, les Saoudiens ont besoin de toucher les produits avant de les acheter. Ils avaient l'habitude de consommer parce que leurs proches connaissaient ces produits ou leur recommandaient ces produits. Le Covid a bouleversé ces habitudes et aujourd'hui, ils achètent énormément en ligne. Ils sont ultra connectés. Ça, c'est très important à garder en tête. Ils utilisent énormément les réseaux sociaux, surtout la génération des millennials qui est hyper connectée. Et ils vont surtout s'informer sur la marque avant d'acheter. Ils vont chercher d'où elle vient, comment est-ce qu'elle communique, etc. C'est vraiment indispensable pour eux. Et ils sont habitués à un mode de vie qui consiste souvent à se faire plaisir, puisque c'est un loisir à part entière de manger et de sortir au restaurant. C'est une population qui, contrairement aux Émirats, elle est composée à 90% de locaux et pas d'étrangers. C'est une population qui est très jeune, hein, puisque plus de 50% de la population a entre 15 et 44 ans. Et puis les grosses évolutions sur le droit des femmes aux Émirats. Les femmes peuvent voyager seules, peuvent bien évidemment conduire, peuvent travailler, avec une égalité de traitement des travailleurs masculins et féminins du pays. Donc ça a très fortement évolué, et ça évolue encore très vite en Arabie Saoudite. Alors quelques bonnes pratiques, le classique, quand on pense Golfe, on pense zone et pas uniquement Émirats ou Arabie Saoudite. Il faut préparer un pitch en amont commercial adapté à la culture locale, donc oubliez le côté mon produit vient d'un petit village français, c'est pas ce qui les intéresse prioritairement. On va vraiment sur le produit, sur les qualités de votre produit, sur ce que vous souhaitez mettre en avant véritablement sur votre produit. Important d'avoir une connaissance des marchés, de leur réglementation. C'est plus pour un rapport de force équilibré que votre importateur-distributeur. Il faut savoir adapter la documentation, donc l'anglais à minima, l'arabe est un plus. Être visible auprès de vos concurrents qui seront très présents aux Émirats notamment. Le suivi, c'est la clé de votre réussite dans la région, puisque les contacts sont relativement ouverts aux Émirats et en Arabie Saoudite. Par contre, loin des yeux, loin du cœur. Les pays du Golfe, l'export en général, mais les pays du Golfe en particulier. Donc vraiment contacter très régulièrement votre entrepreneur, votre partenaire distributeur. C'est pas parce qu'il ne vous répond pas par email qu'il ne veut plus collaborer, c'est parce qu'il est occupé à d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à faire énormément de WhatsApp. C'est vraiment la clé pour développer les affaires. Contactez vos distributeurs sur WhatsApp. Appelez-les, venez les voir. Ça, c'est vraiment indispensable. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir dans une logique one-shot. Vous allez venir, vous allez vendre une fois si vous ne faites pas un suivi auprès de vos partenaires. On va vous oublier très vite, pas être capable d'adapter le produit à la demande, bien évidemment. Pensez que votre produit ne pourra pas être concurrencé sur ces marchés. La concurrence est très forte et très rapide. Le marché ne vous attend pas. C'est une région qui est au carrefour de plusieurs continents et qui est très dynamique. Donc, si vous avez des parts de marché à prendre, il faut les prendre rapidement. Et puis, parler politique ou religion, on évite complètement dans la zone. C'est des sujets qui sont très sensibles potentiellement. Donc, on oublie. En France, on aime bien parfois parler politique. Ce n'est pas le cas dans les régions du Golfe.
Alors, les prochains rendez-vous, je vous ai mis sur cette slide-là les grands salons de l'agroalimentaire en 2022. Alors, ils sont aux Émirats. Aujourd'hui, les grands rendez-vous pour la zone se font aux Émirats. Ça évoluera très certainement sur l'Arabie Saoudite, mais les grands salons se font tous aux Émirats. Je vous ai donné les différentes dates. Le principal, c'est le Gulf Food pour les produits alimentaires. Je vous ai mis plusieurs liens utiles. Alors, les études complètes sur les marchés agroalimentaires pour les pays du Golfe, vous les retrouvez toutes sur le lien que je vous ai mis ci-contre. C'est des études qui sont très développées, très denses et qui sont gratuites. Donc, n'hésitez pas, ça a été réalisé pour le ministère de l'Agriculture. Vous avez également la e-vitrine Business France qui vous donne accès à tous les événements et tous les produits disponibles et sur lesquels les acheteurs internationaux peuvent avoir accès pour commander des produits français. Et puis, toutes les prochaines missions collectives Business France dans la région, au programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me tiens à votre entière disposition. Je vois juste une question auquel je n'avais pas répondu sur le miel. Alors, c'est ESMA, c'est ESMA, c'est facile. Voilà, il n'y a juste pas de T. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les écrire dans le chat ou les envoyer pour qu'on réponde plus tard. Non, ils sont timides. De toute façon, je vous enverrai la présentation avec les coordonnées de Flavie. Ah, une question. Ouais, je ne l'ai pas développé. Le Qatar et le Koweït sont exactement sur les mêmes logiques. Donc, on va être sur la même typologie de produits recherchés. La BVP cartonne. Les produits laitiers également. Pour les produits gourmets, plus ouverts et moins concurrentiels que les Émirats, notamment. Je pense notamment, ouais, exactement, aux produits à base de truffes ou les miels particuliers ou les bonbons un peu plus haut de gamme peuvent être intéressants sur le Qatar et le Koweït. Puisque le Koweït, de manière caricaturale, a encore moins de divertissement que l'Arabie Saoudite. Donc la sortie au restaurant est vraiment un élément de divertissement au Koweït et ils sont des grands clients des restaurants et apprécient énormément la gastronomie française. Donc en fait, ce sont des petits marchés, il ne faut pas les aborder en espérant avoir du volume. Mais par contre, en termes de prix proposés, ça peut être intéressant et c'est des marchés complémentaires à envisager. Mais en étape 2, je n'irai pas prioritairement au Qatar ou au Koweït. Comment les aborder? De la même manière. De la même manière que le reste des pays du Golfe, il n'y a pas de souci sur la langue. Il faut vraiment les prendre dans une optique de marché bonus et garder en tête qu'au Qatar, on aura la coupe du monde en 2022, donc les distributeurs sont en train de chercher des produits là pour diversifier leur portefeuille. On a un bureau au Qatar, hein. On peut bien évidemment vous accompagner sur le Qatar. Ouais, la clé d'entrée pour les produits, pour vos produits au Qatar et au Koweït, c'est les importateurs-distributeurs, très clairement. Je pense pas que j'ai raté de question. Si, on a des importateurs spécialisés pharmacie. Qui sont complètement différents des distributeurs produits alimentaires. Mais c'est très très bien structuré aussi sur la partie pharmacie. Non, je crois qu'on n'a pas oublié de questions. Alors des exemples de noms sur la partie pharmacie, ce ne sera pas mon secteur, ce sera ma collègue. Envoyez-moi un email. J'essaierai de vous donner quelques informations sur ce secteur avec ma collègue. Est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on clôture? Chantal, tu voulais faire passer un message, un dernier message? Non. Merci à Flavie, en tout cas, pour cette présentation très conséquente. Et puis décliner par secteur, c'est vrai que c'est toujours important pour les entreprises qui sont sur des sous-filières un peu spécifiques. Et puis surtout, n'hésitez pas que ce soit à retourner vers Flavie ou vers Julie, si vous avez des questions plus particulières, évidemment. On est là pour vous accompagner, pour vous renseigner. Et je pense que s'il n'y a plus de questions, on peut remercier encore une fois Flavie et puis
Et puis, vous dire à très bientôt sur un prochain webinaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a prévu le 24 janvier de vous présenter le programme prévisionnel d'action de 2022, que ce soit en termes de webinaire ou de prospection de marché ou de promotion. Voilà, avec évidemment toutes les incertitudes liées à cette crise sanitaire, mais pour la partie webinaire, il n'y a pas de... Je pense qu'il y aura aucune difficulté, c'est plutôt en matière de salon, pour le moment, vous le savez sûrement, Fruit Logistica et Biophare sont reportés, donc voilà. On vous dira tout ça le 24 janvier. Merci beaucoup, bonne fin de journée à tout le monde. Un grand merci à tous. Merci Julie également, au revoir.